Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commu. Donc voilà les gars. Donc on passe à l'analyse les gars, donc il y a beaucoup d'informations à traiter, je vais traiter celles que je vais sûrement oublier d'abord, comme ça au moins je les oublierai pas. Et pour moi il y en a une qui est assez intéressante, c'est l'événement d'Elbaf, je vais l'appeler comme ça. On avait l'événement d'Egghead et maintenant on a l'événement d'Elbaf. En fait l'événement d'Elbaf c'est quoi? C'est qu'en fait Ajroudin il devait venir chercher Luffy à Egghead avec Dory et Broggy, mais du coup il y a que Dory et Broggy et son équipage qui sont venus. Pourquoi? Parce qu'en fait Ajroudin devait rester sur l'île parce qu'il se passe quelque chose d'important et qu'ils peuvent pas quitter l'île. Et cette chose on sait pas c'est quoi. Comme je l'ai dit juste avant, je pensais sincèrement qu'en fait cette chose était liée au fait que Loki a été emprisonné, qu'il a tué son père, mais en fait pas du tout, étant donné qu'on a appris que cet événement s'est passé il y a 6 ans en arrière. 6 ans en arrière, je rappelle, pile poil quand Shanks est devenu empereur. Je pose ça là, vous savez quoi en faire. Et quand on prend ça en compte, on se dit mais en fait, qu'est-ce qui se passe à Elbaf qui peut être plus important que entre guillemets Luffy, Dieu Soleil, tout ça, le sauveur et tout. On voit déjà dans le chapitre que le respect est vraiment très très grand. Donc qu'est-ce qui aurait pu retenir Ajroudin? Donc c'est forcément quelque chose qui va toucher, on va dire la politique interne, voire même la royauté, voire même la fratrie potentielle de Loki. Je pense que Thor devrait exister d'une manière ou d'une autre sous un autre nom potentiel, et que potentiellement Usopp pourrait le battre, et que du coup il récupérait son marteau, tout ça. Bon, on connaissait la théorie, mais on verra, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. Ou sinon, par rapport juste au power-up d'Usopp, moi j'ai pensé à un truc, c'est que Usopp il aime trop attaquer avec des loups, donc est-ce qu'il pourrait pas avoir un ami loup, genre il chevaucherait un loup, ou une attaque, ou une plante d'Elbaf qui pourrait mettre dans sa fronde, qui ferait en sorte qu'il soit devenu vraiment très très fort, tu vois. Je pense que c'est pas quelque chose d'impossible à voir les gars, mais je pense que c'est quelque chose de très probable. Donc voilà, pour retourner un petit peu à ce qui se passe en interne, il y a un événement qui est vraiment ultra important et dont personne n'est au courant, en tout cas en tant que lecteur et en tant que personnage présent sur l'île pour l'instant, à part les géants, Ajroudin et tous les autres, personne n'est au courant, tu vois. Genre tout l'équipage des Mugiwara sont vraiment pas du tout au courant. Et en plus de ça, on a quoi à la fin du chapitre? Saul qui s'effondre par terre. Donc moi je me disais c'était peut-être le fait de voir Robin qui a fait en sorte de... Le choc, tu vois, tout simplement le choc l'a fait tomber dans les pommes, mais au final je pense pas du tout, parce qu'en fait maintenant qu'on lit et qu'on a plus d'informations, on voit clairement qu'au final il est tombé peut-être avant que Robin arrive en face de lui, tu vois. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il y a une espèce de coup d'état, il y a une espèce de réunion de personnes qui est présente sur l'île et qui potentiellement veulent nuire un petit peu à certaines personnes, surtout les personnes qui sont au courant ou les personnes qui ont beaucoup d'influence. Donc je pense par exemple que le gouvernement mondial aurait pu envoyer une équipe du CP-1 carrément, et que du coup cette équipe serait venue tuer Saul parce que voilà, il connaît trop de choses sur le siècle oublié, et du coup c'est peut-être suite à ce qui s'est passé avec Egghead et au message de Vegapunk qu'ils ont pris la décision d'aller tuer Saul, parce que voilà, ils en ont appris plus, ils ont appris tout simplement que les informations qui étaient censées être détruites par le Buster Call O'Hara sont toujours présentes, et que Vegapunk a appris grâce à ça. Peut-être que c'est York même qui leur a dit que c'est Saul qui avait ces informations, qui a ramené les livres à Elbaf, et du coup le gouvernement mondial il se dirait tiens on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes, étant donné que ça a été fait derrière notre dos et que au final on est dégoûté, et lui il a réussi à s'en sortir alors qu'il devait pas, tu vois. Aokiji aurait dû le tuer, et au final il s'en est sorti, et tout ce qui s'est passé par la suite sont complètement cohérents. Donc voilà, l'intervention du gouvernement mondial serait complètement logique. En tout cas il y a toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent venir sur l'île, faire intervenir des gens en Tsum Tsum. C'est pour ça que je parle de CP0, parce que envoyer une armée là-bas ce serait déclencher la guerre. Là il faut faire des choses en discret, tu vois. Et je pense que ce serait sympathique de voir les membres par exemple du CP0 qu'on n'a pas encore vu, tu vois. Il y en a qu'on a vu mais qui je suis pas sûr si on les a tous vus. Il me semble qu'il y en a qu'on n'a pas encore totalement vu, ou rapidement, pas assez, tu vois. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir le retour de Lucci. En plus, frère, Lucci c'est vraiment le mec, tu l'as, tu vois, il vient, il veut pas te lâcher, frérot. Il vient, il veut pas te lâcher, il reste là depuis le début, frère, depuis Water 7, il suit les Mugiwara, entre guillemets. Frère, il veut pas lâcher l'affaire. Et en plus, il est toujours du côté des méchants, ce qui, normalement, n'est pas réel, tu vois, entre guillemets. Donc quand on prend ça en compte, on se dit qu'en vrai, l'intervention du gouvernement mondial est complètement logique. En plus, tout ça pourrait découler par une attaque frontale à la fin de l'arc du gouvernement mondial,
mondial. Pourquoi? Parce qu'on a vu des canons extérieurs à Elbaf, et comme je vous l'ai dit, quand on a des canons présentés dans une image d'Oda, je crois, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Sanjay ou quelqu'un qui m'avait parlé de ça, peut-être Théo, qui m'a parlé du fusil de Tchekhov, et en gros, c'est dans la narration, quand tu places un objet, il faut absolument lui donner un rôle plus tard dans l'histoire, ou un rôle qui a déjà été effectué dans l'œuvre, tout simplement, parce que voilà, c'est plus intéressant d'avoir des objets qui servent, ça rend en tout cas l'œuvre plus réelle, et on a vraiment quelque chose de cohérent. Et on sait que Oda, il fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'Oda, il adore faire ça. Quand vous voyez tout ce qu'on voit, tous les éléments dans le background et tout, des images et tout, c'est vraiment un truc de fou, comme tout est utile, tu vois. Je pense même, par exemple, à la fresque des nerfs, potentiellement à plein d'informations qui ont été mises en fond et qu'au final, on voit pas forcément, mais qu'on comprend que plus tard. Donc pour moi, ça, c'est ultra pertinent. Et je pense que du coup, les canons pourraient faire office de défense contre une potentielle attaque extérieure, tu vois. Et en plus, il y a une prime sur la tête de Loki. Donc s'ils apprennent que Loki, tout simplement, a été libéré, potentiellement que ce serait la justification pour laquelle ils puissent attaquer Elbaf, dans le sens où peut-être qu'ils ont un traité avec Elbaf, en mode, du moment qu'il reste prisonnier et tout simplement que vous le laissez pas en liberté, c'est ok, on vous poursuivra pas, on déclenchera pas de guerre, mais il faut que ça se soit respecté dans le contrat. Si c'est pas respecté, on sera obligé du coup d'employer la force pour l'arrêter, tout simplement. Donc peut-être pas, on verra bien, mais tout ça porte à interrogation étant donné que toutes les informations sont là, tout est cohérent, et c'est des choses qui peuvent très bien se passer tellement tous les éléments sont compréhensibles, tu vois, comme ce que je vous parlais par rapport à York, étant donné que York a tout le savoir de Vegapunk, York sait comment Vegapunk a étudié le siècle oublié, etc., donc pour moi toutes les infos sont là. Donc voilà, donc ça c'était pour l'événement, c'est la première partie sur l'événement d'Elbaf. Donc il y a quelque chose qui se trame en interne. Est-ce qu'il y a des meurtres orchestrés par quelqu'un? Est-ce qu'on veut faire porter le chapeau à quelqu'un? Est-ce qu'il y a 6 ans, la mort du roi Harald serait potentiellement pas la mort, ce serait peut-être pas Loki qui aurait tué le roi Harald, mais potentiellement le gouvernement mondial qui aurait fait porter le chapeau à Loki? Tout ça c'est possible, étant donné que on a déjà vu le gouvernement mondial faire ça à Water 7, rappelez-vous, avec Tom, Frankie, etc. Donc voilà, à voir, plein de possibilités, mais bon, je pense que Loki, il a pas l'air d'être un enfant de cœur, et il a pas non plus l'air de regretter d'avoir mangé le fruit du démon. Donc pour l'instant, on verra, c'est que des hypothèses, on verra par la suite. Ok, donc deuxièmement, on va parler de Loki. Belle transition pour parler de Loki. Pourquoi? Parce que Loki, 2,6 milliards de berries, ça le met déjà comme étant un personnage colossal d'après la vision, on va dire, de la marine. C'est des personnages qui forcément sont ultra puissants. Quand on dépasse les 2 milliards, frérot, c'est même trop difficile à comprendre tellement c'est puissant. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça nous donne des informations cruciales. En plus, comme je vous l'ai dit, les primes, on les donne souvent après les événements, tu vois. On les donne pas pendant qu'on fait rien, tu vois. Par exemple, Luffy, pendant 2 ans, il a rien fait, il était à 400 millions de berries. Il a pris 100 millions de berries à Marineford parce que voilà, il avait intervenu, mais point barre, ça s'est arrêté là, et il n'y a pas eu plus. Pendant les 2 ans, il était considéré comme mort ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la même chose. Si ça fait 6 ans qu'il a enchaîné avec Yggdrasil, au bois d'Adam, ben forcément, je pense que tout simplement, Loki, a potentiellement grandi d'une certaine manière. Je sais pas, comme je vous ai dit, ça se trouve, il s'entraîne musculairement à tirer sur ses chaînes de granit marin en étant affaibli, et ça lui fait un petit entraînement comme un petit peu Luffy à Udon qui avait des menottes en granit marin, mais qui s'entraînait quand même à devenir de plus en plus fort, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être très possible, très logique, tu vois. Surtout que Loki, franchement, de par sa présentation, de par ce qu'il est, de par... je vois, ça me se fout de moi, mais en vrai, je pense sincèrement que Loki, même pendant 6 ans, c'est pas quelqu'un qui va perdre en puissance, malgré le fait qu'il s'entraîne même pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je sais pas, il a pu peut-être s'entraîner son acquis de perception, étant donné qu'il pouvait pas bouger, il a dû regarder, observer via son acquis de perception, ou même il a pu entraîner son acquis des rois en tout simplement contrôlant chaque bête petit à petit, etc. pour justement perfectionner entre guillemets son acquis des rois. Après, le acquis des rois, c'est la volonté, donc on peut pas vraiment l'entraîner, mais on peut s'entraîner à le revêtir, on peut s'entraîner à pas mal de choses. Pas forcément à gagner en puissance, mais plutôt dans la maîtrise. Donc voilà, pour Loki, je pense sincèrement qu'il est pas au même level qu'avant, ça j'en suis convaincu, et en plus de ça, il a mangé un fruit, et c'est pour ça, peut-être que quand il a mangé le fruit, il le maîtrisait pas totalement, et que là, avec la réflexion, tout ça, avec le temps, peut-être qu'il est devenu plus sensible aux choses, et qu'il a potentiellement plus de facilité à éveiller entre guillemets son fruit. Peut-être qu'en fait, avec le granit marin, il a pas cessé d'éveiller son fruit, ce qui justement a fait en sorte du coup de le bloquer et de faire en sorte qu'il peut pas s'échapper, mais potentiellement a fait en sorte de
l'entraîner, tu vois. C'est des choses qui pour moi sont totalement possibles dans la logique d'Oda et dans la logique de One Piece. Donc à voir. Mais je tiens à préciser, je pense que les 2,6 milliards de berries, c'est un Loki avant, donc un Loki d'avant, donc un Loki 6 ans en arrière. Et du coup, aujourd'hui, on a un Loki complètement différent qui, je pense, en 6 ans, a gagné en quelque chose. Que ce soit en force, que ce soit en intelligence, que ce soit en acquis de perception, que ce soit en acquis des rois, je pense que c'est plus le même Loki. Surtout qu'en fait, le acquis de roi, je vous l'ai dit, c'est la volonté. Donc si sa volonté de se venger, sa volonté de devenir le roi, sa volonté de devenir le dieu du soleil est réelle, eh ben elle va faire que grandir en 6 ans. Donc potentiellement qu'il est encore plus fort qu'avant, juste de par sa maîtrise du haki, ou même ne serait-ce qu'à la puissance de son haki. Donc voilà, pour Loki, je pense avoir fait le tour. En tout cas, c'est ultra intéressant tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, il y a aussi le côté qui connaît Shanks, donc là je l'ai déjà dit, le fait qu'il connaît Shanks pour moi, et le fait qu'il les traitait de lâches pourrait nous faire penser en tout cas qu'ils ont pu échanger des coups. Peut-être que c'est le fameux combat qui a propulsé Shanks au sommet de la piraterie en tant qu'empereur, étant donné que au niveau de la temporalité, ça colle parfaitement. On a un Shanks empereur qui est devenu empereur il y a 6 ans, et Loki qui est enfermé depuis 6 ans. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc voilà, tous ces éléments me font penser que du coup, la théorie que je vous ai faite il y a 2 semaines en arrière, avant la pause, commence à être de plus en plus réelle, et je suis assez content parce que j'ai l'impression que l'analyse porte ses fruits. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse sur Loki et on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est les membres des Mugiwara. Donc il y a 2 groupes. Il y a le groupe de Robin. Donc le groupe de Robin avec Robin qui retrouve son chara-design d'avant Ellipse. Ça, c'est trop cool, trop bien. Qui se dirige vers Saul et qui arrive du coup au port d'Elbaf, donc à l'entrée d'Elbaf. Et on a l'autre partie qui ont fui carrément Rhodes. Pas parce qu'ils sont trop faibles ou qu'ils ont peur, ce qui me rassure, mais plutôt parce que voilà, ils voulaient pas taper quelqu'un qui fait partie de l'équipage d'Ashruddin. Ils ont préféré fuir et se diriger vers Elbaf. En plus, c'est une bonne excuse pour faire arriver l'équipage des Mugiwara, mais côté Nami, Zoro, Usopp, tout ça, vers le centre du village, donc le centre de l'arbre, vraiment le cœur d'Elbaf, et potentiellement on va pouvoir découvrir pas mal de choses. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et du coup, bah voilà, on a ces 2 bouts d'équipage, on va dire, qui se dirigent chacun vers des zones complètement éloignées pour nous faire découvrir des zones complètement différentes qui se passent en même temps. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce que je vous ai dit quand on arrive à Elbaf. Franchement, ça fait je sais pas combien de chapitres maintenant, 5-6, et tout se réalise et je suis assez content, les gars. Donc voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment, les gars. On continue. Pour terminer, on pourrait revenir sur Loki vite fait et les bêtes qui habitent à Elbaf, en tout cas dans les bas-fonds d'Elbaf, dans le royaume souterrain, parce que c'est assez intéressant. Chaque bête est roi d'une montagne et ça me rappelle étroitement le diorama de Rhodes. Et en fait, le diorama de Rhodes, c'est comme un foreshadowing de toute l'île d'Elbaf. On a donc le dieu soleil, on a donc les bêtes qui sont responsables, là c'était le nord, le sud, l'est et l'ouest, et à la fin on a du coup à Elbaf des dieux entre guillemets bêtes qui sont responsables de chaque montagne, tu vois. Et du coup, c'est assez intéressant parce que voilà, le diorama, tout ce qu'on a comme information dans le diorama, c'est des informations qui vont devenir réelles dans le vrai monde, parce qu'en fait, faut savoir que Rhodes, il s'est juste inspiré de sa propre île, parce que sûrement qu'il doit l'adorer, et du coup, il a fait tout pareil, mais en version miniature, pour pouvoir jouer avec, tu vois, on dirait un enfant qui joue dans son jardin, tu vois, dans sa maison miniature, tu vois. Et du coup, ça montre un petit peu que les informations qui ont été données dans le diorama pourraient être des informations cruciales. Ça veut dire que potentiellement, on est passé à côté d'énormément d'informations. Comme par exemple, j'ai entendu parler du Temple du Soleil, des choses comme ça. Ça peut être des choses qui sont réelles et qui sont encore présentes à Elbaf et qui vont avoir un réel rôle plus tard. On verra, mais j'essaierai dans l'analyse du chapitre, en amont, d'aller chercher un petit peu les informations qui ont été dites dans le diorama. Donc voilà. Et du coup, ces bêtes mythiques, elles respectent Luffy, tout comme elles respectent Loki. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, il y a ce fameux parallèle entre Loki et Luffy. Donc déjà, au niveau phonétique, on a Luffy, Loki, ça commence par un L, ça finit par un I au niveau sonore, et du coup il y a des ressemblances étroites avec les deux. Les deux sont censés être les dieux du soleil, les deux sont détestés un petit peu du monde entre guillemets, de leur monde entre guillemets, mais au final potentiellement tous les deux pourraient être gentils. Ils ont à peu près le même parcours, tu vois, Luffy combien de fois il a été enfermé, arrêté, tout ça, et au final il s'en sort, et là Loki, j'ai l'impression que ça va être à peu près la même chose. Donc à voir, c'est des parallèles qui pour moi me semblent pertinents et intéressants pour le développement de la suite du manga, mais c'est des choses qui
reste encore à prouver, à chercher, à détailler. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de toutes les informations. Donc voilà les gars, ce qu'il faut surveiller et comprendre dans le chapitre, c'est la relation entre Loki et Shanks qui pourrait déballer, wesh. Donc la relation entre Loki et Shanks qui pourrait débouler vers quelque chose de vraiment pertinent au niveau du côté empereur, du côté des 6 ans qui séparent le moment où Loki s'est fait enfermer et du coup le moment où Shanks est devenu empereur et potentiellement en même temps protéger l'île, tu vois. Donc tout est lié et sinon vous avez tout le reste, l'équipage des Mugiwara qui vont dans leur sens, les bêtes mythiques, tout ça vous connaissez les gars. Donc voilà, franchement je pense que tout ça est ultra pertinent, ultra intéressant. Il y a énormément de choses que j'aimerais vous dire, mais voilà, la vidéo commence à être longue là, à monter ça va être compliqué, mais voilà, j'ai très hâte de voir la suite et je suis assez convaincu qu'il va se passer quand même quelque chose de légendaire dans les prochains chapitres. Donc voilà pour la team YouTube, merci d'avoir suivi. Si jamais vous kiffez les lives, n'hésitez pas à liker, à vous la commenter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez partager vos théories, n'hésitez pas non plus à aller sur le Twitter parce que là-bas il y a plein d'informations condensées, c'est là où je vous mets des petites informations, des petits actus, tout ça, donc n'hésitez pas. Et sinon vous avez les subscriptions, que ce soit sur Twitch ou YouTube, ça vous permet d'avoir énormément de choses, des badges, des emojis, des commentaires mis en avant et pas mal d'autres choses. N'hésitez pas les gars, c'est trop lourd et merci à tous ceux qui l'ont fait, merci les gars. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt les refs.